Lorsque la famille de mon fiancé m'a contrainte à signer un contrat de mariage, ils pensaient protéger leur fils d'une croqueuse de diamants. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'un héritage de 28 millions de dollars m'attendait, et que ce fameux contrat qu'ils avaient tant exigé finirait par anéantir leur arrogance à jamais. Je m'appelle Olivia Harris. J'ai 27 ans et j'ai grandi dans une famille modeste de la classe ouvrière. Mes parents m'ont inculqué la valeur du travail acharné, l'importance de l'honnêteté et le principe de ne jamais mépriser quiconque. Je n'ai jamais été riche, mais je n'ai jamais eu honte de mes origines non plus. J'ai rencontré Daniel Walker quand j'avais 25 ans. Il avait 2 ans de plus que moi, était grand, élégant et possédait ce genre de sourire qui capte l'attention de toute une pièce. Il travaillait dans la finance, venait d'une famille aisée et semblait être l'homme qui savait exactement ce qu'il voulait dans la vie. Pendant un temps, j'ai cru avoir de la chance. Il me traitait bien, nous nous amusions ensemble et je pouvais imaginer un avenir avec lui. Mais dès le début, j'ai su que ses parents ne m'aimaient pas. Richard et Barbara Walker étaient le genre de personnes qui mesurent la valeur humaine à l'aune de l'argent et du statut social. Ils étaient polis en face de moi, mais c'était cette sorte de politesse glaciale qui vous fait vous sentir minuscule, comme si vous n'étiez pas à votre place. Barbara, en particulier, avait une façon de sourire qui n'en était pas vraiment un. Elle me posait des questions qui semblaient anodines mais cachaient des insultes voilées. Des choses comme « Que fait votre famille, déjà ?» ou « Tout cela doit vous sembler accablant, n'est-ce pas ?» Daniel balayait mes inquiétudes d'un revers de main chaque fois que j'en parlais. Il disait « C'est juste la façon d'être de ma mère. » Ou encore « Ne le prends pas personnellement, ils finiront par t'apprécier. » Je voulais le croire, alors j'ai laissé couler. Lorsque Daniel m'a demandé en mariage, j'ai dit oui sans hésiter. J'étais amoureuse, malgré ses parents, je croyais que nous pouvions construire une belle vie ensemble. Mais dès l'officialisation de nos fiançailles, le vrai visage de sa famille s'est révélé davantage. Un après-midi, Barbara m'a fait asseoir, sa voix mielleuse mais ses yeux tranchants comme du verre. « Tu sais, Olivia, a-t-elle dit, Daniel a travaillé très dur pour tout ce qu'il possède. Il est juste que nous le protégions de certains risques. Nous aimerions que tu signes un accord prénuptial. Ce ne sont que des affaires, rien de personnel. » Je me souviens être restée assise là, l'estomac noué. Un contrat de mariage? Je n'épousais pas Daniel pour son argent. Je me moquais de ce qu'il possédait. Cette demande ressemblait à une insulte. Comme s'ils ne voyaient en moi rien de plus qu'une femme après le compte en banque de leur fils. Quand j'ai dit à Daniel ce que je ressentais, je m'attendais à ce qu'il prenne ma défense. Au lieu de cela, il a soupiré et a dit « Liv, c'est juste de la paperasse. Mes parents ne lâcheront pas l'affaire, et c'est plus simple pour garder la paix. Ça ne veut pas dire que je ne te fais pas confiance. » Mais cela signifiait, du moins pour moi, que je me sentais piégé, comme si mon amour devait être prouvé par une signature. Pourtant, je me suis dit que l'amour exigeait des sacrifices, et que c'était peut-être le mien. Alors j'ai accepté. J'ai signé leurs papiers, ravalé ma fierté et me suis dit que cela n'avait pas d'importance. Mais au fond de moi, quelque chose s'est brisé ce jour-là. Lorsque le sujet du contrat a été abordé pour la première fois, je l'ai mal pris. Je pensais que le mariage devait être fondé sur la confiance et la construction d'une vie commune, et non sur la signature de contrats comme lors d'une transaction commerciale. J'ai dit à Daniel que je n'étais pas à l'aise avec ça. Je lui ai dit que cela me donnait l'impression de ne pas être assez bien, d'être jugé avant même que nous ayons une chance de commencer notre vie ensemble. Il a écouté un instant, puis a secoué la tête avec ce ton calme et répété qu'il utilisait toujours quand il voulait que j'arrête d'argumenter. « Olivia, tu en fais toute une histoire. Mes parents veulent juste être prudents. Ce n'est pas personnel. » Mais comment cela pouvait-il ne pas l'être? Ses parents ne me connaissaient pas assez pour se méfier de moi, pourtant ils avaient déjà décidé que je n'étais pas digne. Je le sentais chaque fois que Barbara ouvrait la bouche. Elle se penchait vers moi avec sa posture parfaite, souriant comme une reine s'adressant à l'un de ses sujets. « C'est juste du bon sens de s'assurer que l'avenir de Daniel n'est pas entravé, m'a-t-elle dit. » Elle le disait comme si elle me faisait une faveur, comme si je devais hocher la tête et la remercier pour sa sagesse. Richard n'était pas mieux. Il ne m'insultait pas directement. Il me traitait simplement comme si je n'étais pas là. Chaque fois que nous nous asseyions pour dîner ou lors d'une réunion de famille, il parlait affaires avec Daniel ou interrogeait Barbara sur ces événements mondains. Il ne m'a jamais posé une seule question. Si j'essayais de participer, il regardait au-delà de moi et changeait de sujet,
comme si mes paroles n'avaient aucun poids. Je voulais croire que Daniel verrait à quel point c'était injuste. Mais chaque fois que je lui disais combien il me faisait sentir insignifiante, il balayait cela d'un revers de main. Liv, tu réagis de manière excessive. C'est juste comme ça qu'ils sont. Ne le prends pas à cœur. Plus il le disait, plus je réalisais qu'il n'avait pas l'intention de me défendre du tout. Un soir, j'ai tout déballé à ma meilleure amie, Claire Bennett. Nous nous connaissions depuis l'université, et elle avait toujours été celle qui me disait la vérité, même quand cela faisait mal. Quand je lui ai parlé du contrat et du comportement de Daniel, elle n'a pas pris de gants. Olivia, c'est mauvais signe. S'il te respectait vraiment, il ne laisserait pas ses parents te traiter ainsi. Le fait qu'ils prennent leur parti au lieu du tien, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Ces mots m'ont piqué car ils sonnaient juste. Je voulais défendre Daniel, argumenter qu'il était lui aussi sous la pression de ses parents. Mais au fond, je ne pouvais me défaire du sentiment qu'elle avait raison. Pourtant, je n'étais pas prête à abandonner la vie que je pensais construire. Je me suis convaincu que le mariage signifiait faire des compromis, et que c'était peut-être l'une de ces batailles que je devais abandonner pour voir plus grand. Lorsque les papiers ont finalement été posés devant moi, mes mains tremblaient. J'ai hésité, mes yeux parcourant les lignes que je comprenais à peine. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était ce que cela représentait. Signer signifiait accepter que l'on ne pouvait pas me faire confiance, que j'épousais Daniel pour de mauvaises raisons. Ma fierté hurlait de partir. Mon cœur me suppliait de rester. La voix de Daniel était douce à mes côtés. Allez, Liv. C'est juste une formalité. Tu sais que je t'aime. Ne laisse pas ça se mettre en travers de nous. Je l'ai regardé, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui montrait qu'il comprenait ce que cela signifiait pour moi. Mais tout ce que j'ai vu, c'était de l'impatience cachée derrière un sourire répété. Alors j'ai pris le stylo. J'ai signé mon nom, la poitrine serrée par un mélange d'amour, de colère et de défaite. Daniel m'a embrassé sur la joue comme si rien d'important ne s'était passé, mais je savais mieux. Quelque chose en moi avait changé. Je lui ai souri, mais à l'intérieur, une tempête silencieuse avait commencé. C'était petit, presque imperceptible, mais c'était là. Une graine de ressentiment, plantée profondément, attendant son heure pour grandir. Dès le moment où nous avons commencé à planifier le mariage, je n'ai plus eu l'impression que c'était le mien. Barbara a débarqué avec un classeur rempli d'idées et de contacts, parlant par-dessus moi comme si je n'étais même pas dans la pièce. Chaque fois que j'essayais de suggérer quelque chose, elle hochait poliment la tête puis trouvait un moyen de tout défaire plus tard. J'avais choisi des roses poudrées pour les centres de table, mais quand je suis arrivé au rendez-vous avec le fleuriste, Barbara les avait déjà remplacés par des lys, disant qu'ils étaient plus raffinés. Elle a même appelé le décorateur sans me le dire, changeant le code couleur que j'avais mis des semaines à décider. Je voulais hurler, mais Daniel m'a dit de laisser tomber. Elle veut juste le meilleur pour nous, a-t-il dit, son bras autour de moi comme pour me réconforter. De plus, c'est elle qui paie la majeure partie. Ne te stresse pas pour des détails. Pour moi, ce n'était pas des détails. C'était mon mariage. Mais chaque fois que je résistais, il me rejetait avec le même ton calme, comme si j'étais une enfant faisant un caprice. La tension ne faisait que croître lorsque nos familles étaient réunies. Mes parents, Robert et Patricia, faisaient de leur mieux pour être polis, mais je voyais à quel point ils étaient mal à l'aise. Ma mère restait assise tranquillement, les mains jointes sur ses genoux, tandis que Barbara dominait les conversations. Mon père, habituellement bavard et joyeux, semblait renfermé, ses mots courts et raides. Ma jeune sœur Anna, qui avait été si excitée d'aider à l'organisation, disait à peine un mot lors de ses dîners. Les Walker les faisaient se sentir comme des étrangers, et personne n'essayait même de le cacher. Je me sentais prise entre deux feux, désespérée de rendre tout le monde heureux mais échouant à chaque tournant. Chaque fois que je me confiais à Daniel, il me disait que j'étais trop sensible. « Tu penses toujours le pire d'eux, disait-il. Pourquoi ne peux-tu pas juste te détendre et en profiter ? C'est censé être amusant. » Amusant. C'était le dernier mot que j'aurais utilisé. Le jour du mariage est arrivé, magnifique en surface, mais pour moi, il était teinté d'effroi. Chaque détail criait la touche de Barbara, les fleurs, la nourriture, même le plan de table. Quand je regardais autour de moi, je ne voyais pas ma vision, je voyais la sienne. Ma famille était assise à l'écart,
silencieuses et mal à l'aise, entourées d'étrangers qui les traitaient comme s'ils n'avaient pas leur place. Pourtant, j'ai souri. J'ai souri pendant les photos, pendant la cérémonie, pendant les félicitations. J'ai souri jusqu'à ce que mes joues me fassent mal, et puis est venue la réception. La musique s'est calmée, les verres ont tinté, et Barbara s'est levée pour porter un toast. Elle a levé sa flûte de champagne, son sourire large et satisfait. L'amour, a-t-elle commencé, est une chose merveilleuse. Il rassemble deux personnes, construit des familles et nous donne de la joie. Mais, a-t-elle ajouté, ses yeux balayant la salle avant de s'arrêter sur moi, l'amour doit toujours être accompagné de prudence. Nous avons tous entendu des histoires de gens qui font des erreurs, qui donnent trop. Mais pas ici. Ici, nous nous sommes assurés que l'avenir de Daniel est en sécurité, et pour cela, nous pouvons célébrer le cœur léger. Des rires et des applaudissements ont suivi. J'ai senti la chaleur monter à mon visage, mon estomac se tordant comme si j'avais avalé du verre. Elle n'avait pas seulement porté un toast, elle avait fait passer un message, devant tout le monde, j'étais l'erreur dont ils avaient protégé leur fils. J'ai forcé mes lèvres à sourire alors que les flashs crépitaient, mais à l'intérieur, je voulais disparaître. Personne d'autre ne semblait remarquer le poids de ces mots, ou peut-être qu'il s'en fichait simplement. Daniel a trinqué avec elle, souriant fièrement, comme s'il était d'accord avec chaque mot. Mes parents gardaient la tête basse. Anna évitait mon regard. Ce soir-là, entouré de musique et de rire, au bras de mon nouveau mari, je me suis senti plus seul que jamais dans ma vie. Les mois ont passé après le mariage, et la vie s'est installée dans un rythme à la fois lourd et vide. Je faisais les choses machinalement, travailler, cuisiner, assister au dîner de famille où Barbara trouvait de nouvelles façons de me rappeler que j'étais inférieur à eux. Daniel semblait plus concentré sur son travail que sur nous, et je me disais que c'était juste comme ça que le mariage fonctionnait, que les choses s'amélioreraient si j'étais assez patiente. Puis vint l'appel téléphonique qui a tout changé. C'était un avocat de Chicago, quelqu'un à qui je n'avais jamais parlé auparavant. Il s'est présenté comme l'exécuteur testamentaire de la succession de mon grand-oncle Édouard. Mon cœur s'est serré au début. L'oncle Édouard, l'oncle de mon père, était décédé tranquillement à l'âge de 89 ans. Il avait vécu seul la majeure partie de sa vie, jamais marié, pas d'enfant, et n'avait gardé que des liens lâches avec le reste de la famille. Je l'avais rencontré une poignée de fois lors de réunions quand j'étais plus jeune, mais les Walker savaient à peine qu'il existait. Pour eux, ce n'était qu'un vieux parent de mon côté de la famille. La voix de l'avocat était calme et posée alors qu'il m'expliquait ce que j'avais hérité. Au début, j'ai cru avoir mal entendu. Il l'a répété, chaque mot s'ancrant plus profondément. 28 millions de dollars. 28 millions. Mon grand-oncle m'avait tout légué. Actions, propriété, compte bancaire, tout était à mon nom. Je suis resté assise là, le téléphone pressé contre mon oreille, fixant le mur, incapable de former des mots. Je n'étais pas riche. Je n'avais jamais été riche. Et maintenant, du jour au lendemain, j'étais plus riche que Daniel et toute sa famille réunie. Mes mains tremblaient alors que je griffonnais des détails, bien que je comprenne à peine la moitié de ce qu'il me disait. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté assise en silence pendant ce qui a semblé être des heures, essayant de respirer. La première personne à qui je l'ai dit fut Claire. Je l'ai retrouvée pour un café ce soir-là, encore pâle sous le choc. Elle a écouté alors que je bafouillais l'histoire, ses yeux s'écarquillant à chaque phrase. Quand je lui ai finalement dit le montant, elle a failli laisser tomber sa tasse. « Olivia, tu réalises ce que cela signifie » a-t-elle chuchoté. « Je ne sais même pas quoi faire » ai-je admis. Daniel ne le sait pas. Ses parents ne le savent pas. Personne ne le sait. Une partie de moi pense que je devrais lui dire, mais rien du tout, m'a-t-elle coupé en se penchant au-dessus de la table. N'ose même pas leur dire pour l'instant. Tu as vu comment ils te traitent quand ils pensent que tu n'as rien. C'est ta chance de voir qui ils sont vraiment sans l'argent en jeu. S'ils ne peuvent pas te respecter maintenant, que penses-tu qu'il arrivera quand ils découvriront que tu vaux plus que tous réunis? Ces paroles ont résonné dans ma tête longtemps après que j'ai quitté le café. Elle avait raison. Si je le disais immédiatement à Daniel et à sa famille, toute la dynamique changerait. Ils deviendraient soudainement chaleureux, accueillants, voire aimants. Mais ce ne serait pas réel. Ce serait de la cupidité déguisée en affection. Alors je me suis tu. Je n'ai rien changé à ma routine. Je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements, je n'ai pas déplacé d'argent, je n'ai fait aucune allusion.
j'ai continué à vivre dans la même maison, à manger les mêmes repas, prétendant être la même Olivia Harris qui était entrée dans ce mariage avec rien d'autre que de l'amour. À l'intérieur, cependant, je portais un secret si lourd qu'il en était presque étouffant. Chaque fois que Barbara me regardait de haut, chaque fois que Richard m'ignorait, chaque fois que Daniel balayait mes sentiments, le secret pulsait en moi comme un battement de cœur. Je voulais leur rire au nez, leur dire que je pouvais acheter et vendre tout ce qu'ils possédaient sans cligner des yeux. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. La nuit, allongé près de Daniel, je pensais au papier que j'avais signé. Le contrat de mariage qui était censé m'éloigner de leur argent. Ils me l'avaient imposé pour garder leur fortune en sécurité, sans jamais réaliser que je finirais avec une fortune bien plus grande. L'ironie ne m'échappait pas. J'ai presque souri dans l'obscurité, le visage tourné loin de lui. J'ai décidé alors que j'attendrais. J'observerais. Je les laisserais continuer à croire que je n'avais rien. Qu'ils me montrent exactement qui ils étaient quand il n'y avait rien à gagner pour eux. Et quand le moment viendrait, quand la vérité éclaterait enfin, ils verraient à quel point ils m'avaient mal jugé. Il n'a pas fallu longtemps pour que de petites fissures commencent à apparaître dans mon mariage. Au début, elles étaient faciles à ignorer. Le genre de choses qu'on se dit faire partie de l'ajustement à la vie conjugale. Mais lentement, ces fissures se sont approfondies, et je ne pouvais plus faire semblant. Daniel avait toujours été très pris par son travail. Mais maintenant, il semblait penser que son travail l'excusait de tout le reste. Nous travaillions tous les deux à plein temps. Pourtant, quand nous rentrions, c'était comme si je devenais la femme de ménage. Si le linge s'empilait, il n'y touchait pas. Si l'évier était plein de vaisselle, il passait devant sans s'arrêter. Quand je lui demandais de l'aide, il soupirait, comme si je le harcelais. « Tu rentres plus tôt que moi, disait-il. C'est logique que tu t'en occupes. » Bientôt, ce n'était plus seulement une question de corvée. Il a commencé à s'attendre à ce que j'anticipe ses besoins. Préparer ses vêtements avant le travail. Cuisiner exactement ce qu'il aimait pour le dîner. Même faire son café comme sa mère le faisait. Si j'oubliais ou faisais une erreur, il fronçait les sourcils et secouait la tête, marmonnant que je devrais savoir mieux faire à présent. Les choses étaient encore pires quand nous visitions ses parents. Barbara et Richard ne me traitaient plus comme une invitée chez eux. Au contraire, ils me traitaient comme du personnel embauché. Barbara m'appelait dans la cuisine et me tendait des piles d'assiettes à sortir. Richard me demandait de resservir à boire à leurs amis, comme si j'étais une serveuse. Pendant ce temps, Daniel restait confortablement assis à table, riant avec ses parents, n'intervenant jamais pour m'aider. Un dimanche, Barbara m'a tendu un chiffon et a pointé les verres à vin en disant « Sois gentil et astique-les avant le dessert ». Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Daniel, attendant qu'il dise quelque chose. Il n'a même pas jeté un coup d'œil dans ma direction. Je l'ai fait, car faire une scène n'aurait fait qu'empirer les choses. Mais à l'intérieur, quelque chose a basculé. J'ai réalisé alors que pour eux, je n'étais pas une épouse. J'étais du personnel. L'attitude de Daniel à la maison ne faisait qu'empirer les choses. Il a commencé à lancer de petites remarques qui blessaient plus profondément qu'il ne le réalisait. Ou peut-être qu'il le réalisait, et s'en fichait simplement. Si je n'étais pas d'accord avec lui, il souriait en coin et disait « Tu as de la chance que je t'ai épousé ». La plupart des hommes dans ma position ne l'auraient pas fait. Si je me plaignais de ses parents, il claquait. « Tu devrais être reconnaissante qu'il t'ait même laissé entrer dans cette famille ». Les mots restaient avec moi, repassant en boucle dans ma tête longtemps après qu'il soit passé à autre chose. À chaque fois, je me sentais m'éloigner un peu plus de lui. J'ai arrêté de chercher sa main quand nous marchions ensemble. J'ai arrêté d'essayer de partager mes pensées ou mes sentiments, parce que je savais qu'il n'écouterait pas. Je suis devenue silencieuse, gardant mes secrets pour moi. En privé, cependant, mon esprit était loin d'être silencieux. Pendant que j'opinais à ses paroles méprisantes, je planifiais. Chaque insulte, chaque corvée, chaque moment où j'étais traité comme une moins que rien. Tout s'empilait en moi, se transformant en quelque chose de tranchant et d'inébranlable. Je ne discutais plus. Je n'essayais plus de le faire changer d'avis. Je souriais quand il s'y attendait, faisais le travail qu'il me refilait, et gardais ma voix égale. Mais derrière le masque, je me détachais morceau par morceau. Mon amour pour lui s'estompait, remplacé par une sorte de clarté froide. Daniel pensait avoir le contrôle. Ses parents pensaient m'avoir cerné. Aucun d'eux ne voyait la vérité.
Je n'étais plus l'épouse calme et désireuse de plaire qu'il croyait que j'étais. J'attendais, j'observais, me préparant pour le moment où je n'aurais plus à faire semblant. C'est arrivé lors d'une soirée tranquille chez les Walker. Daniel était entré dans le bureau avec sa mère, pendant que j'aidais à débarrasser la table après le dîner. Je n'essayais pas d'écouter aux portes, mais alors que je portais un plateau de verre dans le couloir, j'ai entendu la voix perçante de Barbara à travers la porte entr'ouverte. « Ce n'est pas l'une des nôtres », a dit Barbara, ses mots fendant l'air comme du verre. Au moins, le contrat de mariage l'empêche de toucher à l'argent de la famille. Je me suis figé. Ma poitrine s'est serrée et j'ai retenu mon souffle, attendant que Daniel la corrige, qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, pour me défendre. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, j'ai entendu sa voix, stable et calme, être d'accord avec elle. « Je sais, maman. C'est mieux ainsi. » Ces mots m'ont anéanti. Pendant des mois, je m'étais dit que signer le contrat n'était que de la paperasse, que Daniel m'aimait vraiment, qu'il ne me voyait pas comme ses parents le faisaient. J'avais sacrifié ma fierté, ravalé chaque insulte et m'étais convaincu que c'était par amour. Et maintenant, j'entendais la vérité. Pour lui, je n'étais pas sa partenaire. J'étais une étrangère qu'il avait épousée par commodité, contre qui il s'était protégé par un contrat légal. Je suis resté là dans le couloir, serrant le plateau jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal, et j'ai réalisé que ma poitrine n'était pas seulement lourde, elle était vide. Quelque chose en moi s'est brisé cette nuit-là, et rien ne pourrait le réparer. Quand j'ai finalement confronté Daniel plus tard à la maison, ma voix tremblait, mais j'ai forcé les mots à sortir. « J'ai entendu ce que tu as dit à ta mère. Tu étais d'accord avec elle. Tu l'as laissé dire que je valais moins que vous, et tu n'as pas dit un mot pour moi. » Il m'a regardé avec cette impatience familière, la même expression qu'il portait quand je me plaignais des corvées ou du comportement de ses parents. « Olivia, tu exagères tout, » a-t-il dit platement. « Tu dois arrêter d'être si sensible. »« Je suis ta femme, » ai-je claqué, ma voix plus forte maintenant. « Comment peux-tu rester assis là et les laisser me traiter comme une ordure? Comment peux-tu convenir que je n'ai pas ma place? » Il a haussé les épaules comme si ma douleur était une nuisance. « Tu devrais connaître ta place. Ma famille a des attentes, et tu le savais quand tu m'as épousé. Tu as de la chance que j'ai été aussi patient. » Ces mots ont brûlé plus que toute autre chose. Chanceuse, comme si être mariée à lui était une sorte de cadeau dont je devrais être reconnaissante, peu importe à quel point lui ou ses parents me traitaient mal. Je l'ai fixé, mes mains tremblantes, ma gorge serrée, et à ce moment-là, j'ai su que c'était fini. L'homme que j'avais aimé autrefois avait disparu, ou peut-être n'avait-il jamais été celui que je croyais. Toutes ces fois où je m'étais dit d'être patiente, tous ces sacrifices que j'avais faits, m'avaient mené ici. À un mariage où je n'étais pas respectée, pas défendue, pas même considérée comme une égale. Mais aussi douloureux que cela fut, un étrange calme s'installait aussi en moi. Je n'allais pas pleurer devant lui, et je n'allais pas supplier pour sa compréhension. J'avais fini de lui donner ce pouvoir. Je suis resté éveillé cette nuit-là, fixant le plafond, écoutant sa respiration régulière à côté de moi. Mon cœur était brisé, oui, mais il y avait autre chose maintenant aussi. Une étincelle que je n'avais pas ressentie auparavant. C'était l'étincelle de la résolution. J'ai décidé à cet instant précis que je le quitterais. Mais je ne partirai pas en silence. Non, si sa famille pensait avoir gagné en imposant ce contrat de mariage, s'il pensait m'avoir mise à ma place, alors il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Ma vengeance serait silencieuse, patiente et inoubliable. Et quand ce serait fini, ils regretteraient chaque mot qu'ils avaient prononcé à mon sujet. Le lendemain matin de ma décision d'en finir avec Daniel, j'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les divorces. Assise dans ce bureau, je me sentais nerveuse mais étrangement calme. J'ai remis les papiers du contrat prénuptial et expliqué ma situation. L'avocate les a lus attentivement, ses yeux parcourant chaque page avant de se rejeter en arrière dans sa chaise avec un petit sourire. « Eh bien, Olivia, » a-t-elle dit, ils pensaient protéger Daniel. Mais ce qu'ils ont vraiment fait, c'est vous protéger, vous. Cet accord garantit que vous ne toucherez jamais à leur argent, oui, mais cela signifie aussi qu'ils ne toucheront jamais au vôtre. Votre héritage est complètement en sécurité. J'ai presque ri de l'ironie. Le document même que ses parents avaient tant insisté pour avoir, celui qui m'avait humilié, était maintenant mon bouclier. Ils avaient construit un mur pour me garder dehors, sans jamais réaliser qu'ils s'enfermaient eux-mêmes hors de quelque chose de bien plus grand.
Je suis sorti de ce bureau la tête plus haute qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Pour la première fois depuis le mariage, je sentais que j'avais le pouvoir, et je savais exactement quand je l'utiliserais. Une semaine plus tard, les Walker nous ont invités à un dîner formel chez eux. Barbara adorait montrer ses talents d'hôtesse, et je pouvais voir à la liste des invités aux familles, amis, partenaires d'affaires qu'elle essayait de peindre un tableau de succès et de contrôle. J'y suis allé tranquillement, m'asseyant à côté de Daniel, souriant poliment, jouant le rôle de l'épouse dévouée une dernière fois. La conversation tournait autour de l'argent, comme toujours, investissement, immobilier, transactions. Le genre de discussion destiné à impressionner tout le monde à table. J'écoutais, sirotant mon vin, attendant mon moment. Puis, avec désinvolture, alors que Barbara se vantait de la planification financière minutieuse de la famille Walker, j'ai posé mon verre et dit, « C'est drôle que vous mentionniez cela. Mon grand-oncle Édouard m'a laissé un sacré héritage à sa mort. 28 millions, en fait. » Les mots ont flotté dans l'air comme un pétard qui venait d'exploser. La main de Barbara a glissé, et son verre de vin s'est brisé sur le sol, le liquide rouge s'étalant sur la nappe blanche. Le visage de Richard s'est vidé de sa couleur alors qu'il bégayait, 6,28 millions. Daniel était figé à côté de moi, la bouche légèrement ouverte, sa fourchette toujours en main. Je me suis rejeté en arrière dans ma chaise, laissant le silence faire son effet dans la pièce avant de sourire doucement. « Mais ne vous inquiétez pas, » ai-je ajouté, ma voix calme mais assez tranchante pour couper. Grâce au contrat de mariage sur lequel vous avez tous insisté, pas un seul dollar de mon argent n'appartiendra jamais à Daniel. Le changement d'ambiance dans la pièce a été instantané. Barbara a forcé un rire, sa voix tremblante. « Oh, Olivia, c'est une merveilleuse nouvelle. Nous sommes tellement heureux pour toi. » Richard est intervenu avec un sourire crispé. « Oui, incroyable. Vraiment incroyable. Nous ne savions pas qu'Édouard était si aisé. » Même Daniel a finalement retrouvé sa voix, bégayant, « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt ?» Leur soudaine gentillesse était presque comique. Les mêmes personnes qui m'avaient traité comme une moins que rien, qui avaient parlé de moi dans mon dos, trébuchaient maintenant sur leurs mots pour paraître solidaires. Leurs paroles dégoulinaient de douceur, mais je pouvais voir la panique derrière leurs yeux. Ils savaient exactement ce que cela signifiait. Toute leur arrogance, tout leur contrôle, venait de se retourner contre eux. Je suis resté là, savourant chaque seconde. Pour une fois, je ne me sentais pas petit ou déplacé. Je ne me sentais pas comme leur servante ou leur fardeau. Je me sentais puissante. J'avais l'avantage, et ils ne pouvaient rien faire pour me l'enlever. J'ai levé mon verre à nouveau, souriant comme si rien n'était inhabituel, et je les ai laissés s'agiter pour couvrir leur choc. À l'intérieur, je rayonnais. Ce n'était que le début, et ils n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre. La semaine suivant ce dîner, j'ai demandé le divorce. Entrer au tribunal avec les papiers à la main m'a donné l'impression de sortir d'une cage. Pendant des mois, j'avais vécu sous leur contrôle, avalant chaque insulte, chaque affront. Maintenant, je me libérais enfin. Lorsque Daniel a reçu les papiers, sa réaction n'a ressemblé en rien à ce que j'attendais. Il ne s'est pas mis en colère tout de suite. Au lieu de cela, il s'est effondré. Il m'a suivi dans la maison, me suppliant de reconsidérer ma décision. « Olivia, s'il te plaît. Je vais changer. Je ferai mieux. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais on peut arranger ça. » Sa voix se brisait, ses yeux écarquillés de désespoir, mais je ne ressentais rien. Je lui avais donné chance après chance, et il les avait gâchées à chaque fois. Quand les supplications n'ont pas fonctionné, il a essayé la négociation. On peut recommencer à zéro. On déménagera, juste nous deux, plus de dîners chez mes parents. Je promets que les choses seront différentes. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ces mots rebondissaient sur moi comme des gouttes de pluie sur une vitre. J'avais autrefois rêvé de l'entendre dire ces choses, mais maintenant elles sonnaient creux. Il ne se battait pas pour moi. Il se battait pour son confort, pour son image, pour la vie qu'il pensait contrôler. Barbara, cependant, ne s'est pas embarrassée de faire semblant. Quand elle l'a découvert, elle m'a appelé directement, sa voix aiguë et pleine de venin. « Comment oses-tu faire ça à mon fils ? Après tout ce que nous t'avons donné, c'est ainsi que tu nous rembourses ? Tu es égoïste, Olivia. Manipulatrice. Tu avais prévu ça depuis le début, n'est-ce pas ? Tu attendais de nous piéger. »
J'ai écouté sans l'interrompre, laissant ses mots se déverser comme du poison. Quand elle a finalement marqué une pause, attendant que je me défende, j'ai simplement dit « Barbara, c'est entre Daniel et moi. Vos insultes n'ont plus d'importance. » Et puis j'ai raccroché. Ce silence à l'autre bout du fil était plus satisfaisant que tout ce que j'aurais pu dire d'autre. La procédure légale était d'une simplicité presque risible. À cause du contrat qu'ils avaient imposé, Daniel ne pouvait pas toucher un centime de mon héritage. Tout ce que mon oncle m'avait laissé était en sécurité, et les Walker n'avaient aucun droit dessus. Le contrat même qui m'avait autrefois humilié me protégeait maintenant complètement. Le jour où le divorce a été prononcé, j'ai fait mes valises et j'ai quitté notre maison sans regarder en arrière. Je n'étais pas en colère et je n'étais pas triste. J'étais libre. J'ai trouvé un appartement en ville, lumineux et calme, où personne n'attendait de moi que je joue un rôle ou que je prouve ma valeur. Pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. Daniel s'en est sorti avec rien d'autre que des regrets. Ses parents étaient furieux. Leur fierté brisée. Leur plan ruiné. Et moi? J'étais intouchable. Les chaînes qu'ils avaient essayé d'enrouler autour de moi étaient tombées en poussière, et je suis entré dans ma nouvelle vie plus forte que je ne l'avais jamais été. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'histoire se répande. Les gens du cercle des Walker adoraient les ragots, et bientôt tout le monde a su ce qui s'était passé. La famille qui se vantait autrefois de sa richesse et de son pouvoir était maintenant la risée de toutes les conversations chuchotées. Lors des dîners et des réunions d'affaires, les gens riaient doucement de la façon dont Richard et Barbara avaient forcé un contrat de mariage pour voir ensuite leur fils perdre son mariage et toute chance de toucher à mon héritage. Leur arrogance s'était transformée en humiliation. Daniel ne l'a pas bien pris. Sans moi dans le tableau, il est retourné vivre chez ses parents. Il n'était plus le fiancé charmant que tout le monde admirait, mais un homme luttant pour s'en sortir, dépendant de ses parents juste pour se maintenir à flot. Le même homme qui m'avait dit un jour que j'avais de la chance de l'avoir vivait maintenant au crochet des gens même qui m'avaient traité comme de la boue. Pendant ce temps, ma vie était enfin la mienne. J'ai acheté la maison dont j'avais toujours rêvé, une maison chaleureuse et ensoleillée avec un jardin où je pouvais respirer librement, sans regard froid, sans jugement. J'ai invité mes parents à y séjourner aussi souvent qu'ils le souhaitaient, et je me suis assuré qu'ils ne s'inquiéteraient plus jamais pour l'argent. Mon père a pris sa retraite anticipée, ma mère a enfin eu le temps de faire les choses qu'elle aimait, et pour la première fois, je les ai vus se détendre sans que le stress ne se lise sur leur visage. Ma petite sœur Anna commençait l'université, et j'ai couvert ses frais de scolarité sans hésitation. La voir sourire quand je lui ai dit qu'elle n'aurait pas à contracter de prêt valait plus que n'importe quel luxe que j'aurais pu m'offrir. Elle m'a serré si fort que j'ai cru qu'elle ne me lâcherait jamais, et à ce moment-là, j'ai su que je construisais le genre d'avenir que notre famille avait toujours mérité. J'ai aussi pensé à l'oncle Édouard, l'homme qui avait cru en moi-même quand les autres ne prenaient pas la peine de voir ma valeur. Il avait vécu une vie calme et simple, mais il se souciait profondément d'aider les autres. En son honneur, j'ai commencé à faire des dons aux causes qui lui tenaient à cœur, bourses pour les enfants défavorisés, programmes communautaires, œuvres caritatives qu'il avait discrètement soutenues. Chaque fois que je donnais, je me sentais plus proche de lui, comme si je perpétuais la bonté qu'il avait laissée derrière lui. Les Walker l'ont remarqué, bien sûr. Leurs appels ont commencé à arriver après que les ragots se soient retournés contre eux. La voix de Barbara, autrefois dégoulinante de mépris, était soudainement douce comme le miel. « Olivia chérie, nous aimerions beaucoup te voir. Retrouvons-nous bientôt. » Richard envoyait des emails raides et polis. Daniel m'envoyait même des SMS tard le soir, des messages remplis de regrets et de promesses vides. Je n'ai jamais répondu. Ils avaient clairement montré qui ils pensaient que j'étais quand ils croyaient que je n'avais rien. Maintenant qu'ils connaissaient la vérité, ils étaient désespérés de réécrire l'histoire. Mais je ne leur devais pas de seconde chance. Mon silence était la plus douce des vengeances, et ils parlaient plus fort que tout ce que je pourrais jamais dire. Avec le recul, je suis toujours étonné de la tournure des événements. Les Walker avaient bâti leur vie sur l'arrogance et la fierté, croyant toujours être plus intelligents, plus riches et meilleurs que tout le monde. Dès le premier instant où je les ai rencontrés, j'ai senti le poids de leur jugement. Ils ne se sont jamais vraiment souciés de moi en tant que personne. Ils ne se souciaient que de protéger ce qu'ils pensaient être à eux. C'est pour cela qu'ils ont tant insisté pour le contrat de mariage, me traitant comme une sorte de menace plutôt que comme la partenaire de leur fils. Pendant un temps, j'ai cru qu'ils avaient gagné. Je pensais que signer ce papier signifiait que j'avais abandonné ma dignité.
Je me souviens comme je me sentais petite à ce mariage, écoutant le toast suffisant de Barbara, faisant semblant de sourire alors que l'humiliation me brûlait de l'intérieur. Ce que j'ignorais alors, c'est que la chose même qu'ils croyaient les protéger finirait par causer leur perte totale. Le contrat de mariage est devenu leur piège. Ils m'avaient rayé de leur monde, sans jamais réaliser qu'ils se rayaient eux-mêmes du mien. Quand l'héritage de mon oncle est arrivé, tout a basculé. Je n'ai même pas eu à me battre pour obtenir justice. Le document qu'ils m'avaient imposé l'a fait pour moi. Leur cupidité avait construit les murs, et ces mêmes murs les empêchaient de toucher un seul dollar de ce qui était à moi. Je pensais autrefois que la vengeance signifiait crier, se battre, faire ses preuves devant ceux qui nous avaient fait du tort. Mais avec le temps, j'ai réalisé que la meilleure vengeance était plus simple. C'était de vivre libre d'eux. C'était de construire une vie où je n'avais pas besoin de leur approbation, de leur nom ou de leur argent. Chaque fois qu'ils essayaient de me contacter, désespérés de réparer ce qu'ils avaient brisé, mon silence leur rappelait ce qu'ils avaient perdu. Et je sais que ça les ronge chaque jour. La vérité, c'est que je n'ai pas seulement gardé mon héritage en sécurité. Je me suis reconquise moi-même. J'ai trouvé la paix en apportant du confort à ma famille, en aidant les autres, en m'entourant de gens qui m'appréciaient pour ce que j'étais. Pendant ce temps, Daniel et ses parents sont coincés dans la prison de leur propre fabrication. Amers, embarrassés, et laissés avec rien d'autre que leur fierté. Je me demande parfois s'ils regrettent la façon dont ils m'ont traité. Peut-être que oui. Peut-être que non. Ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que je suis partie plus forte que je ne l'aurais jamais cru possible. Ils voulaient m'éloigner de leur fortune. Au lieu de cela, ils se sont enfermés hors de la mienne. 28 millions de dollars plus tard, je suis parti libre. Et je n'ai jamais regardé en arrière. Que pensez-vous de la façon dont Olivia a géré la situation? A-t-elle eu raison de couper les ponts et de construire une nouvelle vie par elle-même? Ou pensez-vous qu'elle aurait dû essayer d'arranger les choses avec Daniel et ses parents? Partagez vos avis ci-dessous. J'adorerais lire différentes opinions. Et si vous souhaitez entendre plus d'histoires comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine histoire dès sa publication.